Bonjour, Dr Albalki Mohamed Oussam, CRPV d'Amiens. Je vais présenter l'hypopigmentation cutanée induite par les médicaments. C'est une étude de pharmacovigilance. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. En ce qui concerne la physiologie de la pigmentation cutanée, la peau est divisée en trois couches principales, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Les mélanocytes se trouvent dans la couche basale de l'épiderme et produisent un pigment appelé la mélanine à partir de la tyrosine. La mélanine est ensuite absorbée par les kératinocytes et contribue à la couleur de notre peau, de nos cheveux et nos yeux. Il existe différents sous-types de mélanine. Les principaux sont l'iomélanine qui a une couleur brune à noire et la phéomélanine qui a une couleur jaune à rouge. Ce qu'il faut retenir, c'est que la mélanine agit comme un écran solaire naturel en absorbant, en dissipant les rayons UV de soleil ou d'autres sources, comme par exemple les cabines de bronzage, ce qui empêche ainsi ces rayons de causer des dommages aux ADN de notre peau. La plupart des sujets ont un nombre similaire de mélanocytes et le large éventail de nuances de couleur de la peau humaine est due à la quantité de mélanine produite plutôt qu'au nombre de mélanocytes. Les troubles de la pigmentation correspondent aux hypopigmentations, dépigmentations ou hyperpigmentation. Quand il y a une augmentation de la production de la mélanine, c'est le cas de hyperpigmentation. Dans l'hypopigmentation, le pigment, c'est la mélanine, est diminué, alors que dans la dépigmentation, le pigment est complètement perdu, laissant une peau blanche. Les hypopigmentations peuvent être localisées ou généralisées, congénitales ou acquises. Le vitiligo, qui est le trouble dépigmentaire de la peau le plus courant, c'est une maladie chronique auto-immune, souvent associée aux maladies auto-immunes comme la thyroïdite auto-immune, le diabète de type 1, le psoriasis. Il se caractérise par la perte des mélanocytes producteurs de la mélanine, ce qui se traduit par des taches dépigmentées sur la peau. Ça touche environ 0,5 à 2% de la population mondiale. Le vitiligo est principalement classé en deux types morphologiques, le vitiligo non segmentaire et le vitiligo segmentaire. Dans la forme segmentaire, qui est la moins fréquente, la dépigmentation est unilatérale, c'est-à-dire ça concerne qu'un seul côté du corps et concerne une zone bien délimitée de la peau de dimensions variables. Ça affecte les zones de peau proches des racines dorsales de la moelle épinière et le trajet de nerf trigeminaux. Mais le plus souvent, le vitiligo est non segmentaire et dans ce cas, tout le corps peut être touché. Ce vitiligo non segmentaire débute généralement avec l'apparition d'une simple tache blanche, puis évolue de façon très variable au cours du temps. Pour la physiopathologie, les mécanismes à l'origine de vitiligo, il y a plusieurs mécanismes, comme c'est une maladie complexe de multiples facteurs, comme les facteurs immunitaires, facteurs génétiques. Il y a aussi les anomalies des mélanocytes elles-mêmes. Il y a aussi les facteurs comme le stress, les frictions, en général les traumatismes, et les facteurs chimiques. Comme je viens de dire, le vitiligo est une maladie complexe dont la physiopathologie repose sur plusieurs mécanismes, on va dire, interconnectés. J'ai fait un schéma pour simplifier les mécanismes trouvés dans la littérature.
Je vais commencer par le stress oxydatif qui joue un rôle clé dans l'initiation de la maladie. Des facteurs tels que l'exposition aux UV et des traumatismes peuvent entraîner une production excessive d'espèces réactives de l'oxygène, causant des dommages aux mélanocytes. Ce stress oxydatif favorise l'activation de l'immunité innée et déclenche une réponse inflammatoire avec des cellules comme les cellules NK, les natural killers, et des cytokines pro-inflammatoires qui contribuent à l'inflammation des tissus et à la destruction des mélanocytes. La réponse de l'immunité adaptative est activée par les signaux provenant de l'immunité innée. Les lymphocytes cytotoxiques CD8+ ciblent et détruisent les mélanocytes et entraînent la dépigmentation typique de vitiligo. L'interféron gamma joue également un rôle crucial en sensibilisant les mélanocytes à cette attaque. La susceptibilité au vitiligo est également en partie déterminée par des facteurs génétiques. Des variants de certains gènes, notamment ceux associés aux antigènes leucocytaires humains HLA, influencent la réponse immunitaire et la fonction des mélanocytes, augmentant le risque de développer la maladie. Des interactions entre le système nerveux et les mélanocytes ont été identifiées aussi. Des neurotransmetteurs comme la substance P modulent les réponses immunitaires et jouent un rôle dans les dysfonctionnements des mélanocytes, contribuant ainsi à la progression du vitiligo. En résumé, le vitiligo résulte de l'interaction complexe entre des facteurs immunologiques, génétiques, oxydatifs et neuro-immunologiques qui ensemble entraînent la perte de pigments dans la peau. Pour le diagnostic de vitiligo, il y a plusieurs éléments essentiels, comme l'examen clinique avec ou sans lampe de Wood, qui est une lampe UV. On l'utilise dans l'obscurité et on peut voir les taches dépigmentées colorées. Surtout, cette lampe est utilisée pour le diagnostic de vitiligo ou des pigmentations chez les gens, les individus avec une peau claire. Il y a aussi le recueil des antécédents cliniques, par exemple le phénomène de Kopner, quand il y a de nouvelles lésions de vitiligo apparaissent dans des zones soumises à des traumatismes comme des blessures ou des brûlures. Il y a les examens biologiques comme par exemple la fonction thyroïdienne et les auto-anticorps. La biopsie cutanée des peaux lésionnelles et non lésionnelles. Ça peut être bénéfique, surtout dans le diagnostic différentiel des autres troubles de la dépigmentation cutanée. Les autres troubles qui peuvent avoir des taches dépigmentées localisées ou généralisées, comme par exemple l'albinisme, qui est une maladie génétique avec un défaut de production de la mélanine. Il y a aussi dans l'albinisme la forme oculocutanée qui touche la peau, les cheveux, les yeux. L'hypomélanose en goutte qui touche les zones de corps les plus exposées aux rayons du soleil. Le naïvus de Sauton, qui est un néoplasme bénin surmontant la peau entouré d'un anneau de peau hypopigmenté. Pityriasis versicolor, qui est une infection mucosique de la couche la plus superficielle de la peau. Les lichens scléroatrophiques, qui sont des dermatoses inflammatoires de cause inconnue, peut-être auto-immunes, qui affectent habituellement la région anogénitale. Il y a aussi la cyclodermie, qui est une atteinte inflammatoire et sclérotisante de la peau et des tissus conjonctifs sous-jacents. Des médicaments systémiques et topiques, même à action localisée, comme par exemple les injections intra-articulaires, sont connus pour être associés à la survenue de l'hypopigmentation cutanée. Cet effet indésirable médicamenteux est considéré comme relativement rare et le plus souvent lié à des médicaments topiques.
Bien que la perte de la pigmentation partielle ou totale n'engage pas le pronostic vital, mais il a de conséquences lourdes sur la qualité de vie de celles et ceux qui en souffrent. Au cours de la dernière décennie, des dizaines de nouveaux médicaments ont été développés, notamment des thérapies ciblées contre le cancer, l'immunothérapie et des médicaments monomodulateurs. Nombre de ces médicaments ont le potentiel de provoquer des effets indésirables cutanés, y compris des troubles pigmentaires. Le but de cette étude, qui a pour titre Hypopigmentation cutanée induite par les médicaments, une étude de pharmacovigilance en France, est donc de mieux caractériser les classes de médicaments les plus impliquées dans la survenue de l'hypopigmentation cutanée et les facteurs de risque associés à partir des données de la pharmacovigilance française. La méthodologie, c'est que les déclarations d'effets indésirables enregistrées dans la base nationale de pharmacovigilance, on a pris ces déclarations pour tous les patients sans aucune restriction d'âge ni de sexe. En utilisant des requêtes MEDRA normalisées avec les termes PT, altération de la couleur aussi d'application, le terme HLT, trouble d'hypopigmentation, et les termes LLT, décoloration cutanée, décoloration de la peau, éclaircissement de la peau, tache cutanée, couleur anormale de la peau. Les critères de non-inclusion des cas, ça concerne les cas des taches cutanées ou de coloration anormale de la peau qui n'entraînent pas d'hypopigmentation cutanée. Ces cas ont été exclus de l'analyse parce que parfois il y a des taches cutanées roses, brunes, noires, et ça ne correspond pas à la dépigmentation cutanée. La période de l'analyse, c'est depuis l'année 2000 jusqu'à fin octobre 2024. Le nombre total des cas qui ont été analysés ou trouvés dans la base nationale, c'est 669 cas, dont 575 cas qui ont été retenus. Le nombre de déclarations de troubles cutanés avec hypopigmentation a varié selon les années, passant de 2 en 2006 à 70 en 2016, sans présenter de tendance cohérente entre 2016 et 2023, parce qu'en 2023, il y a 21 rapports seulement. À partir de 2011, la déclaration patiente était accessible pour les patients. C'est pour ça, avant 2011, il n'y a que des déclarations de médecins en pharmacien ou professionnels de santé. Et ça correspond à 93 cas seulement. Après 2011, le nombre de cas est important, avec 482 cas et avec à peu près 20% de déclarations patients. 84% des cas sont des cas confirmés médicalement parce qu'ils ont été soumis par des professionnels de santé. À peu près la moitié des cas concernent des femmes, avec 55% à peu près, et 44% des hommes. La tranche d'âge la plus présentée, c'est entre 30 ans et 49 ans, avec un pourcentage à peu près de 40%, avec un médian d'âge de 47 ans. Les troubles d'hypopigmentation notifiés étaient majoritairement de 49% de vitiligo aggravé, avec 40% de troubles d'hypopigmentation, dépigmentation, et surtout localisés au site d'injection. Il y avait d'autres troubles d'hypopigmentation cutanée qui ont été associés au vitiligo ou avec la dépigmentation
localisés. Et il y en a d'autres cas, mais c'est très peu de cas, avec un seul effet parmi la liste, euh, parmi cette liste, qui sont les seuls effets déclarés de troubles de l'hypopigmentation. Au total, 758 médicaments suspects trouvés dans les cas, ce qui correspond à 259 principes actifs. Ces médicaments étaient trouvés impliqués dans les 575 cas analysés. 88% des cas impliquaient un seul médicament suspect. 7% des cas, il y avait deux médicaments suspects et 2% des cas avec trois médicaments suspects. La voie d'administration des médicaments suspects était majoritairement en voie injectable IV ou IM ou subcutané ou intra-articulaire, ce qui correspond à 62% des médicaments suspects trouvés. La voie orale correspond à 23% des médicaments suspects et la voie cutanée à 12%. Les médicaments trouvés impliqués ou suspects dans les cas analysés ont été classés par leur classe pharmacothérapeutique et on a trouvé en tête les antinéoplastiques et immunomodulateurs avec 40% des, des cas. Les anti-infectieux généraux à usage systémique, ça correspond à 19%, en sachant que parmi ces médicaments anti-infectieux, il y a les vaccins anti-Covid-19, ce qui augmente le nombre d'occurrences de ces médicaments. Les médicaments dermatologiques correspondent à 11% seulement. Et les médicaments, après les hormones systémiques non sexuelles, à 8,4%. Les médicaments les plus suspects avec une occurrence égale ou supérieure à 4, on a sorti la liste des médicaments les plus suspects avec 15% pour les Keytruda, les corticoïdes injectables, surtout la déprostène, c'est 6%, l'Opdivo 6%, et le vaccin Pfizer Comirnaty avec 6%. Avec le code couleur en rouge pour les anticorps monoclonaux, en vert les corticoïdes et en violet les vaccins contre la COVID-19. Ce qui est intéressant, qu'on a cherché dans l'RCP de toute cette liste de médicaments suspects, s'il y a les troubles de dépigmentation ou d'hypopigmentation dans l'RCP de ces médicaments. Là, c'est cette liste de médicaments, par exemple, la bétamethasone injectable Diprostène, on ne trouve pas dans l'RCP une notion d'effet indésirable concernant la pigmentation cutanée. Pareil pour le vaccin Pfizer Comirnaty. Les autres médicaments listés aussi dans cette liste n'ont pas les troubles de dépigmentation dans leur RCP. En regardant l'évolution de l'hypopigmentation selon les cas enregistrés dans la base nationale, on trouve que 22% des cas ont été résolus ou rétablis en cours de rétablissement. 15% des cas avec une évolution inconnue et 63
80% des cas n'ont pas été résolus ou les patients n'ont rétabli. Peut-être s'il y a un problème de suivi parce que c'est des affections au long terme. Nous avons cherché la physiopathologie commune des traitements biologiques concernés par cette étude. La physiopathologie euh, euh, se présente par trois axes. L'activation des lymphocytes pour ces traitements biologiques par une réponse cytotoxique dirigée contre les mélanocytes, les cytoxines pro-inflammatoires comme l'interféron gamma et TNF-alpha qui contribuent à la destruction des mélanocytes, et la perte de tolérance immunitaire par la modulation immunitaire. Il y a des mécanismes spécifiques pour chaque classe. Par exemple, les anti-PD1, PDL1, il y a une réaction croisée avec les antigènes mélanocytaires. Les anti-CTLA4, amplification massive de la réponse lymphocyte T cytotoxique. Les anti-TNF-alpha, dysrégulation immunitaire et surproduction compensatoire d'interféron gamma. Les anti-interleukine 4 et 13, rééquilibrage TH1, TH2, favorisant la destruction auto-immune des mélanocytes. Les anti-interleukine 12 et 23, il y a une suppression des voies TH17 modulant la tolérance immunitaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé que les études montrent que la, les patients qui présentent un vitiligo au cours des traitements biologiques, c'est un marqueur d'une réponse favorable de traitement anti-cancer. Et ça concerne surtout les médicaments Keytruda, Opdivo, euh, Tanstric et Herveuil. En ce qui concerne le traitement et la prise en charge de l'hypopigmentation et de vitiligo, les objectifs thérapeutiques reposent sur trois axes. La première chose, c'est de limiter ou inhiber la progression des taches cutanées, stimuler la repigmentation des taches. Et troisième chose, c'est améliorer la qualité de vie des patients du côté psychologique et esthétique. Il y a d'autres approches thérapeutiques, euh, mais ça dépend de l'âge de patient, de sexe de patient, parce que pour une femme, l'aspect esthétique, c'est pas comme pour un homme. La zone touchée, est-ce que c'est localisé, est-ce que c'est généralisé? Alors, le type de traitement, c'est en fonction des indications spécifiques pour chaque patient. Par exemple, les traitements topiques, les corticoïdes, c'est des zones localisées ou un début de vitiligo. La photothérapie, c'est pour un vitiligo étendu réfractaire. Et les traitements systémiques comme les corticoïdes oraux, méthotrexate, tofacitinib, c'est pour un vitiligo rapide ou progressif, c'est dans la forme active. Il y a aussi les thérapies ciblées comme Jakavi, c'est une nouvelle forme qui est en cours de développement sous forme cutanée. La chirurgie pour des greffes des mélanocytes, c'est sur des zones stables non repigmentées après traitement. Et il y a aussi les cosmétiques par un maquillage correcteur ou autobronzant. C'est pour améliorer l'esthétique immédiatement. Il y a toujours, bien sûr, une prise en charge multidisciplinaire par un dermatologue, par un psychologue et par des conseils esthétiques, par exemple, pour apprendre les techniques de camouflage des taches cutanées. L'éducation thérapeutique est essentielle pour la photoprotection et le suivi rigoureux de l'évolution de la dépigmentation ou l'hypopigmentation cutanée.
Merci pour votre attention.